Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur le secteur des semi-conducteurs, d'accord? Donc, on a fait une analyse ici du secteur, ici, surtout avec du vue des États-Unis ici. C'était une vidéo que vous avez bien aimée. Donc, je me suis dit, OK, pourquoi pas ne pas continuer avec les entreprises qui sont dans le même segment ici? Donc, on va continuer avec les entreprises du secteur des semi-conducteurs qui sont... C'est un secteur d'avenir, on s'entend, d'accord? Mais c'est un secteur qui va souffrir actuellement, OK? Donc, si ce secteur va souffrir, on doit se concentrer uniquement sur les entreprises qui ont un pricing power, OK? Et également qui ont un bilan assez solide. Donc, sur la vidéo, je vous ai dit à peu près quel genre d'entreprise on va rechercher. Donc, je vous invite à aller la voir ici. Donc, maintenant, à peu près, on va également continuer ce genre de vidéo, dépendamment des segments, des secteurs d'activité. Et voilà. Donc, ici, j'ai pris mon screener ici de Coifin. Donc, j'ai pris le secteur des semi-conducteurs vu des États-Unis, bien sûr, d'accord? Donc, on a plus de choix de ce côté-là et j'ai ajouté à peu près un segment dividende ici. Donc, simple. Il y a plusieurs entreprises qu'on a déjà eu étudiées ici. On a pris Nvidia, Broadcom, on a regardé Qualcomm, on a Intel plusieurs fois, on a AMD également plusieurs fois, on a Applied Materials, on a Micron Technology. Ce sont les entreprises qu'on a eu à regarder ici. Hormis les compagnies comme ASML, STM Microélectronique et BE Semiconducteurs, qui sont toutes des entreprises que j'aime au prix actuel. OK? So, on va essayer maintenant de regarder au niveau des États-Unis. On va prendre Texas Semiconductor. C'est une entreprise qu'on n'a pas encore. Texas Instruments, excusez-moi. C'est une entreprise qu'on n'a pas encore eu à regarder ici. So, avant de commencer, j'aimerais juste mentionner ici que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et également, est-ce que vous m'entendez bien? OK? Parce que je suis parfaitement au courant qu'il y a sur certaines vidéos, certaines personnes disent que le son n'est pas bon, etc. Ou bien le son est trop bas. Donc, j'aimerais dire ceci. J'utilise un MacBook, OK? So, généralement, je fais mes vidéos en utilisant directement l'outil, comment on appelle ça, un QuickTime Player. Donc, je lance la vidéo et je l'enregistre une fois. Donc, je ne passe pas par Audacity ou quoi que ce soit pour analyser, pour essayer de filtrer la vidéo ni quoi que ce soit. Donc, je pars directement avec, avec les éléments que j'ai ici. Donc, j'ai un micro. Donc, la marque ici de mon micro, c'est Samsung. D'accord? C'est Samsung. C'est un micro Samsung Q2U. Donc, ça. OK? Et j'ai également un. J'ai fait l'acquisition ici d'une interface ici de voilà interface audio. Donc l'interface en question c'est Behringer UM2. Alors, je le mentionne parce que, en fait, j'essaye de faire le maximum ici pour pouvoir améliorer la qualité vidéo, la qualité audio ici. Donc, parce que c'est très important. Si l'audio n'est pas bon, la vidéo ne sert strictement à rien du tout. Donc, je m'excuse encore une fois ici. J'espère que ça va fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas, laissez-moi savoir en commentaire. D'accord? Là, je vais voir à peu près qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Peut-être que c'est mon vieil ordinateur qu'il va falloir que je bazarde. OK? Et si quelqu'un également a des connaissances ici, dites-le moi en commentaire. Je ne connais rien sur tout ce qui concerne l'audio ici. Donc, je voulais acheter celui-ci, d'accord? Je me suis dit, bon, ok, quitte à acheter un truc, je vais d'abord commencer par ça. Et si ça arrange la situation, on y va. Donc, je ne sais même pas si ça va arranger la situation ou pas, mais on va au moins essayer. Donc, je ne sais pas maintenant. Dites-moi en commentaire. Si l'audio n'est pas bon de votre côté, dites-moi si vous avez un MacBook ou bien sur quel appareil vous regardez la vidéo. Est-ce que c'est un téléphone? Est-ce que c'est un ordinateur? Est-ce que c'est une télévision? Donc, si c'est un téléphone, est-ce que c'est Android ou bien c'est Apple, donc iOS? Si c'est un ordinateur, est-ce que c'est Windows ou bien Apple? Si c'est une télévision, dites-moi juste que c'est une télévision, d'accord? Et surtout pour ceux qui n'ont pas si le volume n'est pas assez bon sur cette vidéo-ci. OK? So, on va commencer. Alors, tout en espérant que tout se passe bien ici. Donc, on va sur Taiwan Semiconductor, sur Texas Instruments ici. Pourquoi j'aime dire semi-conducteur? Donc, nous avons une entreprise ici. En termes on va étudier l'entreprise sur le prisme du revenu, de la croissance du revenu ici, les free cash flow moyens, le PR moyen ici, la qualité de la dette ici et la dette nette. OK? Donc, on s'attend à avoir à peu près une entreprise ici qui a des revenus assez élevés, mais également on s'attend à ce que ces revenus-là soient en berne, OK, dans les mois à venir, d'accord, notamment avec les mêmes raisons, ralentissement de l'économie en général, OK, et également retard au niveau de la chaîne d'approvisionnement, d'accord. Secteur des semi-conducteurs, il faut également voir qu'est-ce que l'entreprise fait exactement, et tout en sachant que c'est un secteur qui est assez cyclique également. Sur cette compagnie-ci, est-ce que je devrais prendre des revenus actuels qui sont de 19 milliards ici? Donc, je vais juste prendre ce que les analystes pensent par rapport à cette compagnie-ci. Donc, on a Forward estimé, donc le revenu ici. Alors, ici,
Alors, on a à peu près des revenus, on s'attend sur les 12 derniers mois à peu près à 19 milliards par là, d'accord? Donc, je vais aller regarder au niveau du ticker, qu'est-ce qu'on me dit ici par rapport aux revenus. Donc, ça me permet, c'est pas que je vais les prendre, mais ça me permet de voir à peu près si les analystes s'attendent à avoir des revenus qui sont en berne ou bien des revenus qui seront croissants, d'accord? C'est l'information qui devrait ressortir par rapport à ce que je regarde ici, parce qu'à la fin de la journée, ça va être confirmé en lisant les rapports financiers. Je pourrais revenir sur une autre vidéo pour vous faire à peu près les éléments, le listing des événements importants qui sont passés à peu près sur cette compagnie-ci sur les derniers trimestres, un peu comme ce qu'on a fait sur la vidéo concernant, je pense que c'était bien AMD ou bien Nvidia, entre les deux. Je prends ici, donc c'est TXN, Texas Instruments. Alors, elle ne fait pas juste les calculatrices, d'accord? On la connaît tous ici par rapport aux calculatrices, mais c'est un peu plus que ça, d'accord? Alors, ici, les analystes attendent à peu près combien? Le management également, ils s'attendent à voir à peu près combien, en espérant que ce soit actualisé également. On ne va pas être aveuglé par ce genre d'éléments-ci. Alors, ici, vous voyez qu'on s'attend à avoir à peu près des revenus en berne, donc à peu près des revenus stables, ok, sur les années à venir. Ici, on s'attend ça c'est 2022. D'accord? Donnez-moi juste un instant. Voilà. 2022, on s'attend à avoir à peu près 20 milliards. Entre 2022 et 2024, à peu près la même chose. OK? Dans un environnement normal. On pourrait avoir moins que ça, mais également, il faudrait se dire, est-ce que c'est temporaire ou c'est durable? Et quand je regarde également ici, en termes de croissance des revenus, il faut que je puisse constater, est-ce qu'on a une croissance des revenus entre là et là? Est-ce que c'est une croissance par acquisition? Parce que la croissance est un peu violente en mon goût. OK? Donc, si c'est une croissance par acquisition, OK, mais si c'est une croissance organique, est-ce que c'est durable? Alors, je regarde ici, il n'y a pas d'acquisition. En tout cas, pour le moment, je ne pense pas qu'on en ait. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, en termes de revenus ici, je vais prendre à peu près, les analystes attendent à peu près à avoir quelque chose comme 19 milliards, 19,83 milliards ici. Alors, ici, le management s'attend à peu près à avoir combien d'ici la fin de l'année? On va faire simple. Alors, on n'a pas l'information ici concernant pour le management, il n'y a pas de problème. Donc, on va prendre ici le 19 milliards, le 19,89 ici, donc 19,83, d'accord? On va prendre 19,83, ok? Donc, je mets 19,83, 19,83. Maintenant, croissance ici du revenu. C'est juste une information parce que je ne vais pas prendre la croissance du revenu. Comme je vous l'ai dit, si je préfère acheter une compagnie qui a de la croissance, je préfère l'acheter sans prendre en considération la croissance. Ok. Donc, si le prix actuel ne prend pas en considération la croissance et que la croissance semble être élevée pour le futur, la croissance pourrait représenter ma marge de sécurité. J'ai fait cela avec la compagnie qu'on appelle, comment on appelle ça? Je l'ai fait avec une compagnie ici sur la page, donc donnez-moi juste un instant, donc la compagnie en question, parce que j'ai reçu un commentaire par rapport à ça. La personne m'a dit que quand ce sont les entreprises qui sont sexy, je ne prends pas de marge de sécurité, mais quand c'est d'autres entreprises ici, je prends une marge de sécurité allant jusqu'à 50%. Déjà, je précise une chose, c'était sur Eurofin, donc je pense que vous pouvez aller voir le commentaire ici. Je dis une chose, sur toutes les analyses ici, mon raisonnement sera toujours biaisé. Et il sera biaisé pourquoi? Par rapport à mon expérience, d'accord, par rapport à mon vécu, par rapport à mes propres lectures, ok? Il y a un secteur que j'aime, qui est le secteur les vendeurs de vêtements, par exemple, en ligne. J'aime bien ce secteur d'activité-là, mais également, je sais que je peux tomber amoureux de ce secteur d'activité-là, d'accord? Donc, les entreprises, par exemple, comme, voilà, les entreprises qui vendent vraiment des vêtements, donc un peu comme Michael Kors, ou bien, je prends dans une certaine mesure Kering, ou bien également dans une certaine mesure LVMH, je peux tomber amoureux de ces entreprises-là, ok? Parce que j'aime le produit. D'accord? Donc, je suis parfaitement au courant de ça. C'est-à-dire que quand je vais faire une analyse, mon raisonnement sera biaisé parce que je suis déjà assez positif sur l'entreprise. Donc, j'aurais tendance à négliger les éléments négatifs. D'accord? Je suis parfaitement au courant par rapport à cette situation-là. Donc, c'est ce qui veut dire que sur certaines entreprises, j'essaie de garder une certaine distance, mais ce n'est pas facile. Donc, soit dans le secteur bancaire, je n'aime pas les compagnies bancaires. OK? Donc, j'aurais tendance à prêter beaucoup d'attention aux éléments négatifs. OK? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis parfaitement également au courant par rapport à cette situation-là. Il y a également certains segments d'activité que je n'aime pas. Par exemple, le segment, voilà. Je prends le segment automobile. C'est pas un secteur d'activité que j'aime bien parce que il est très cyclique. Mais il y a des entreprises que j'ai appris à aimer comme Stellantis qui sont pour moi des vraies aberrations présentement. D'accord? Il y a également des entreprises comme Ferrari, mais je n'achèterai pas Ferrari à ce prix-ci. OK? So, la marge de sécurité, c'est pour moi. Si vous pensez que vous pouvez investir, si vous pensez que ce que je fais ici, je ne vous dis pas que c'est parole d'évangile. Vous pouvez modifier tous les éléments. La différence ici entre ce que les analystes vous donnent comme price target, c'est que vous voyez comment est-ce que j'arrive à ce target-là. Vous voyez quels sont les éléments que je prends. Maintenant, vous pouvez le refaire de vous-même. En fait, tout ceci a pour but de vous aider à le faire de vous-même. Hein. De vous-même, vous pouvez le faire. Parce que je sais une chose,
Parce qu'à la fin de la journée, même si vous avez tous les meilleurs éléments quantitatifs au monde pour investir sur une compagnie, si vous ne lisez pas les rapports financiers, vous n'allez jamais pouvoir investir à long terme sereinement. Ça, c'est une certitude. OK? Donc, les éléments quantitatifs n'excluent pas la lecture des rapports financiers. Rappelez-vous de la compagnie, troisième, rappelez-vous des compagnies comme par exemple Atos. Rappelez-vous des compagnies comme Medical Property Trust. Ce ne sont pas des mauvaises entreprises. Enfin, pour certaines, on dit que ce sont des mauvaises entreprises aujourd'hui pour Atos, mais les éléments pour Atos étaient déjà dans les rapports financiers. Mais si on se basait uniquement sur les éléments quantitatifs, comme moi, je l'ai fait sur la première vidéo sur Atos, j'étais trop optimiste. D'accord? Mais en lisant, on peut se dire que, oh, il y a un segment d'activité ici qui est en train de mourir. C'est une parenthèse. Juste pour vous dire ici que la marge de sécurité, elle est personnelle. Moi, je prends 50% quand je décide d'acheter une compagnie. C'est mon argent. C'est moi qui prends les risques. Vous, maintenant, vous pouvez choisir de ne pas prendre de marge de sécurité. C'est votre argent. D'accord? Si pour vous, ça vous semble très intelligent, faites-le. D'accord? Mais également, sachez reconnaître les entreprises sur lesquelles il ne faudrait pas faire ce genre d'erreur-là. OK? Donc, on revient sur la vidéo ici juste pour mentionner que mon raisonnement sera toujours biaisé par rapport à certains segments d'activité. Par exemple, quand on parle des semi-conducteurs, je sais que c'est cyclique. Pourtant, certaines personnes sont obnubilées par ce secteur-là. Mais moi, je sais que c'est cyclique. D'accord? Tôt ou tard, les prix ont tendance à baisser un peu comme sur Micron Technologies. Ne faites pas l'erreur de prendre le PER actuel. C'est une erreur monumentale. D'accord? Ça va vous aider par contre. Mais si vous basez sur le PER comme tout le monde, vous allez vous dire, ah, c'est durable. Ici, on sait que parfois ça va très bien, parfois ça va un peu moins bien. OK? Donc, on y va sur TXN ici, donc Texas Instruments. On s'attend à avoir à peu près 19,83 milliards ici. En termes de croissance des revenus ici, croissance des revenus, on aura à peu près combien sur les 10 dernières années? D'accord? On a 3% de croissance. Sur les 5 dernières années, on a eu 6% de croissance. Et sur les 3 dernières années, on a à peu près 8% de croissance. Donc, la croissance ici tend à s'accélérer sur les dernières années. Pourquoi? C'est la question qui doit revenir dans vos têtes. Pourquoi? OK? Donc, généralement, on veut voir une croissance à peu près stable ici. Mais ici, on se rend compte que la croissance a accéléré sur les dernières années. Ici, on a par période de hausse, baisse, période de hausse, baisse. Donc, ici, vous voyez clairement que c'est cyclique. Donc, ici, ça peut être un cycle haut. On peut être en cycle haut, haut ici. Donc, on peut être en haut de cycle. Excusez-moi. Donc, faites attention ici. Parce que quand je vais prendre le 19 milliards ici, je peux également... les analystes s'attendent également à ce que les revenus soient en berne pendant quelques années. OK? Donc, je sais déjà que c'est assez optimiste ici. C'est la raison pour laquelle je prendrai croissance zéro. OK? Donc, au niveau ici des free cash flow. Alors, je compare d'abord les free cash flow de cette compagnie-ci avec les net income. OK? Comparer les free cash flow avec les net income, c'est une compagnie américaine. Donc, eux, ils ont tendance à avoir des free cash flow plus élevés que les net income parce qu'en fait, ça leur permet de faire des économies d'impôts. Ils déprécient les éléments très rapidement ici. Donc, on paye moins d'impôts ici. Donc, faites attention, il faut toujours comparer les deux. Donc, maintenant, je mets les net income ici. On a les deux éléments ici. On les colle. On essaie de voir à peu près si on suit la même tendance. Donc, on voit ici que, voilà, je prends... pour voir la même tendance ici, généralement, je vais prendre la médiane, hein, juste pour voir à peu près si on voit dans la même chose, si on regarde à peu près, si on a à peu près les mêmes chiffres sur 10 ans, la moyenne des mêmes chiffres sur 10 ans et sur 5 ans. Donc, médiane ici, vous voyez que sur les 20 dernières années, on tend à voir à peu près la même chose. Ne soyez pas très porté sur la précision. On voit qu'on est à peu près la même chose. Les free cash flow sont plus élevés, c'est tout à fait normal. Sur les 10 dernières années, encore les free cash flow, on a à peu près la même chose, d'accord? 20% de différence, à peu près ici, oui, généralement c'est ça, 20% de différence, un peu moins que 20% d'ailleurs. Donc, sur les 5 dernières années ici, non, c'est 5% d'ailleurs, sur les 5 dernières années ici, on a à peu près 5 milliards 900 ici, 5 milliards 200 ici. Donc, vous voyez que les free cash flow sont toujours un tout petit peu plus élevés ici. Donc, les free cash flow ici pourraient donner la véritable rentabilité de cette compagnie ici, d'une certaine différence. Donc, je vais venir ici, d'accord? Je vais prendre déjà les free cash flow ici par rapport à ce que disent les analystes, OK? Alors, on prend ça, 1, et net income, 2, OK? On valide ça ici. On essaie de voir à peu près, on voit que les marges ici ont tendance à augmenter, OK? Donc, je vais également voir ici, est-ce que la marge nette augmente? Donc, déjà, la marge nette, net marge nette, est-ce que tu augmentes? Oui, on a une marge nette qui a tendance à augmenter. Donc, on a ici une entreprise qui est de plus en plus efficiente ou qui a un pricing power de plus en plus élevé. D'accord? Donc, est-ce qu'on a une grosse margin qui augmente également ici? Oui, donc on a un pricing power clairement ici. On a un pricing power ici, donc c'est correct. Donc, on aime ça. Donc, on a à peu près 43% de marge ici. Donc, ça ne semble pas diminuer ici. Sur les 10 dernières années ici, ouh là là, sur les 20 dernières années, vous constatez que
On était en zigzag ici, donc ça peut être compréhensible s'il faut regarder également les free cash flow à cette période-là. Et quand on prend ici en yearly, depuis à peu près 2012, croissance exagérée, peut-être qu'il y a eu un changement à partir de cette période-ci. Donc on aime ça, on aime ça, on aime ça, on aime ça. Donc maintenant, à ce niveau-ci, quelles sont les marges que je vais prendre? C'est la véritable question, tout en sachant que les free cash auront peut-être tendance à diminuer ici parce que toutes ces entreprises ils vont investir massivement dans leur segment d'activité aux États-Unis afin de pouvoir produire au maximum aux États-Unis. Et pour le moment, je ne sais pas si Texas Instruments produit principalement aux États-Unis. Ok, vous ne pouvez pas le voir en regardant les chiffres, d'accord? Il faut le voir ici en creusant un tout petit peu plus. Donc, allez-y le faire, n'oubliez pas. Donc, je vais prendre ici les net income, juste pour voir à peu près où est-ce qu'on s'en va en termes en moyenne ici. Alors, donc je prends ça, je le mets comme ça, on prend ça, on le met en histogramme, on est à peu près au niveau des 30. Ok, dans les dernières années ici, en termes de net income, on s'en va plutôt vers les 40%. Ok, dans les dernières années ici, on se rend compte que nos net income sont un tout petit peu plus élevés que les free cash flow. On met ça ici, oui. Déjà, il faut savoir pourquoi et est-ce que c'est durable. Donc, quand je vais prendre les 40% de marge ici, c'est déjà assez gentil. Et ça mérite peut-être voilà, un peu, on va se dire ici, peut-être encore, on devrait regarder un peu plus en profondeur pourquoi est-ce que ces marges sont aussi élevées. 40% de marge dans ce segment, je ne sais pas ce qu'ils vendent exactement, mais il semble que ce soit tellement indispensable que les autres n'ont pas le choix que de payer le prix affiché par Texas Instruments. Donc on voit ici que la moyenne, la médiane ici, donc on a à peu près 28% sur les 5 derniers, sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, on a 35%. Ok, je vais le mettre ici en termes d'histogramme. On a 35% sur les 5 dernières années. Mais depuis à peu près 2020, sachez également que 2020, c'est une année où la plupart de ces entreprises aussi ont augmenté leur prix parce que les semi-conducteurs sont devenus de plus en plus rares. Donc on augmente le prix pour satisfaire la demande. Pourtant, la demande était là. Donc sur les 3 dernières années ici, on a 40%. Donc faites attention ici. Déjà, je suis porté à prendre 35%, mais quand je prends le 40% ici, je suis assez gentil. Donc, est-ce que je vais prendre 43%? Est-ce que les analystes attendent d'avoir 43% dans le futur? Ce sont les questions que je dois me poser. Est-ce que je peux clairement prendre 43% ici? Je vais me protéger. Je regarde ici la tendance. On aura tendance à rester dans les 40%, donc je prends 40%. D'accord? 40%. Donc, tout ce blabla-ci, c'est pour vous dire que je reste à 40%. OK? Nombre d'actions. Est-ce qu'on a un nombre d'actions qui augmente ou bien qui diminue? D'accord? Je préfère un nombre d'actions qui diminue parce que ma part dans l'entreprise augmente. C'est une façon de vous redistribuer le dividende ici, mais de façon plus efficiente ici parce que vous ne payez pas de taxes derrière. OK? Voilà, le graphique parle de lui-même. Il parle de lui-même. 934 millions d'actions ici, donc je mets 934 millions d'actions à ce niveau. 9, 3, 4. Il a tendance à diminuer également. Le PER, donc je vois déjà ici que secteur semi-conducteur, on aura tendance à payer des PER assez élevés, mais attention, sachez que dans ce segment-ci, ici, c'est un segment assez cyclique. D'accord? Il est cyclique, donc faites attention. Donc, on prend ici, voilà. Et voilà. Alors, je suis désolé si vous m'entendez zozoter un tout petit peu, c'est parce que je suis passé chez le dentiste. Donc, à la fin de la journée, j'ai un petit, voilà, je ne peux pas bien m'exprimer en ce moment-ci. Déjà, je ne m'exprimais pas parfaitement bien. Donc, à la fin, vous allez m'excuser par rapport à ça. Alors, on prend ici 21, 21, 21, 21. On a ici la médiane. Donc, 21, sur les 20 dernières années, on a 21 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, ici, on a 22 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, ici, on a 23 fois les bénéfices. OK. C'est une information. Donc, on oscille entre 20 et 22. Donc, je pourrais prendre ici 17, 20, 22. On va le faire comme ça en termes de PER. On peut prendre 17, d'accord, 20, d'accord, et 22. Sachez que, vu que le marché a tendance à baisser en ce moment-ci, ça veut dire que les multiples auront tendance, les taux d'intérêt ont tendance à augmenter, les multiples auront tendance à diminuer. Donc, faites attention aux multiples de PER ici, OK? Donc, je mets ici, donc on va aller sur Finbox ici rapidement. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? La dette nette. Donc, au niveau de la dette nette ici, qu'est-ce qu'on obtient? Dette nette, dette nette. On le prend. Quarter, qu'est-ce qu'on obtient? Ouh là là, j'aime ça. Donc, voilà une entreprise qui a la capacité de souffrir. Elle a clairement la capacité de souffrir. Elle n'est pas endettée du tout. Donc, à l'heure actuelle où les entreprises endettées ont tendance à être un tout petit peu dépréciées, notamment, vous allez voir que beaucoup d'entreprises dans le secteur des Real Estate Investment Trusts sont en berne présentement parce que la dette devient... C'est maintenant que le marché commence à se rendre compte que, attention, cette dette-là, c'est un peu compliqué.
En parlant de Real Estate Investment Trust, il y a une entreprise ici qui, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais Argan, Argan, la compagnie qui fait dans les warehouses, dans les entrepôts en France ou bien en Europe, je pense bien, donc Argan, Argan SA. Cette entreprise-là est intéressante au prix actuel. Rappelez-vous, on avait fait une vidéo tantôt. Je pense que les actifs nets de leur compagnie étaient aux alentours de 100 euros par là et aux alentours de 100 euros par là. Et c'était une entreprise en même temps qui à peu près 99% de ces entrepôts étaient loués. 99%. Et les loyers sont adossés les loyers sont adossés à l'inflation. Donc, c'est-à-dire que les loyers augmentent par rapport à l'inflation. Et cette entreprise, on vous la vend aujourd'hui pour, voilà, avec une décote de près de 30% par rapport à la valeur de ces actifs. Bon, ce n'est pas exactement 30% ici. Si les actifs ici valent à peu près 100 euros, donc on fait 70 ici, divisé ici par 100. Donc, c'est à peu près, oui, une décote à peu près de 30% par rapport au prix actuel. Donc, pour ceux qui aiment Argan, je pense que pour ceux qui veulent également se protéger par rapport à l'inflation, je pense également que cette compagnie-ci pourrait être intéressante au prix actuel. La dernière fois qu'on avait fait la vidéo ici, on était aux alentours de 90, 94 euros par là. Donc je l'ai regardé vite fait, sauf que je me suis dit que je peux faire continuer les vidéos sur les semi-conducteurs. Mais si vous êtes arrivé à ce niveau de la vidéo-ci, voilà Argan qui vous est proposé en date d'aujourd'hui. Maintenant, allez lire vos rapports financiers. Donc, on continue. Alors, donc sur Texas Instruments ici, donc on a pris Finbox, on va aller sur Finbox maintenant pour aller faire le calcul. On a tous les éléments nécessaires ici, d'accord? Il manque la dette nette. La dette nette ici, on a du cash net. On a 1,14 ici. Donc, selon ce logiciel-ci, faites attention, 1,14, d'accord? En plus, ok? Donc, on va voir au niveau de Finbox, peut-être qu'on aura une information totalement différente. De toutes les façons, si on a une information totalement différente, on pourrait s'ajuster également en conséquence. Comme je vous l'ai dit, on ne recherche pas exactement la précision, d'accord? Ça reste ici une estimation, donc c'est généralement dans un intervalle, ok? Alors, ici, on a également du cash net, donc on est assez correct à ce niveau-là. Donc, je prends mes PER, 17, ok, 20, ok, et 22, d'accord? En termes de marge ici, on a à peu près 40% de 19 milliards 830, donc on va être 19 milliards 830, quelqu'un aurait même plus dit 20 milliards de toutes les façons. Donc, on prend ça, 40%, ça fait 79,32. Alors, 79,32, on va faire ça comme ça, 79,32. Ok, même si vous prenez 8 milliards également, ça ne dérange pas du tout. 79,32. Voilà. À 17 fois les bénéfices, plus le cash net divisé par le nombre d'actions, on a à peu près combien de millions d'actions? Oui, on est à peu. Vous voyez qu'il y a moins d'actions ici. On est à 914 ici. Peut-être qu'il y a moins d'actions en date d'aujourd'hui. Mais sur l'autre logiciel, on nous met à peu près 934. Donc, elle rachète également ses actions. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. On va aller avec ceci. D'accord? Donc, on a à peu près à 17 fois les bénéfices, $148 à l'action. $149 à l'action si vous voulez. À 20 fois les bénéfices, $175 à l'action. Et à 22 fois les bénéfices, $192 l'action. OK? Donc, nous avons une compagnie ici qui a également une croissance à peu près de 5% sur les 5 dernières années. D'accord? Donc, il faudrait également le voir ici. Donc, au prix actuel, l'entreprise, je dirais qu'elle est correctement évaluée parce que moi, j'irais avec 20 fois les bénéfices. Elle est correctement évaluée. Idéalement, c'est une entreprise que j'aimerais avoir aux alentours des 100 euros l'action par là. Idéalement. 100 euros l'action. Donc, on est correctement évalué au prix actuel. D'accord? Si vous avez acheté du TSN dernièrement, voilà, vous pouvez dormir tranquille, mais également savoir, je dis bien savoir que les mois à venir seront assez compliqués. Et c'est totalement normal. Vous devez vous concentrer sur la qualité même de l'entreprise. Posez-vous la question dans un environnement normal. Est-ce qu'on aura besoin de TXN? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle fait exactement? D'accord? C'est très important. Donc ici, vous voyez que sur les 5 dernières années ici, j'aime bien regarder les 5 dernières années ici, donc à peu près, sur toutes ces 5 dernières années, on est à peu près croissant. Sur les 5 dernières, depuis le début de l'année ici, on a pris moins 20%. Donc, pour le moment, j'espère qu'on va encore aller un tout petit peu plus bas que ça. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, l'entreprise est correctement évaluée. Donc, on aimerait avoir une décote supplémentaire parce qu'on peut se permettre de demander un prix plus bas que ça. On peut se le permettre en date d'aujourd'hui. Les opportunités sont là, ok? Les opportunités sont là, mais vous allez manquer d'argent. Donc, on se concentre uniquement sur la qualité. Et TXN ici, en tout cas depuis 2012, je vois qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette compagnie ici, ok? En termes de marge, c'est assez correct. Donc, ici, en termes de dividendes, parce que c'est la dernière chose qui nous reste ici, donc généralement en termes de dividendes, nous avons une compagnie ici qui reverse un dividende en tout cas au prix actuel, selon celui-ci, on a à peu près de 3,29% ici, 3,29 ici, 3,29, ok, c'est correct, 3,29. Donc si elle arrive à vous verser la totalité des free cash flow ici, en disant qu'on a des free cash flow de 8 milliards, divisé par 130
137 milliards ici de capitalisation boursière. On sera à peu près à une valorisation aux alentours des... Excusez-moi, on sera à peu près un rendement à peu près aux alentours de 5,8%, donc 6% par là. Donc si elle vous reverse la totalité des free cash flow moyens, vous aurez à peu près un rendement de 6% par là. OK? En date d'aujourd'hui, on peut donc se dire que le dividende ici, il est complètement safe. Il représente à peu près 50% de ce qu'on paye généralement ici. OK? Donc, en termes d'augmentation du dividende ici, je ne sais pas depuis combien de temps ils augmentent le dividende. Je pense que c'est quelque chose que vous savez très bien faire parce que c'est la seule chose que vous faites très très bien. Regardez à peu près depuis combien de temps le dividende est croissant, etc. C'est une information pour moi que je trouve toujours non pertinente. Voilà, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais ce n'est pas ça qui détermine le fait d'acheter ou pas cette compagnie-ci, ok? Parce que si le business même ne se comporte pas bien, ça ne sert à rien de regarder le dividende à la fin de la journée. Mais le dividende est important, d'accord? Surtout en période d'inflation, c'est un complément de revenus supplémentaire, ok? Ça dépend de la stratégie de tout un chacun. Vous savez que moi, je suis hybride. C'est-à-dire que dividende, tant mieux. S'il n'y a pas également, tant mieux. Ça ne me dérange pas, d'accord? J'ai une préférence même pour le rachat d'actions. Pourquoi? Parce que ça s'explique également par mon âge, d'accord? J'ai une trentaine d'années, ou si vous voulez, j'aurai 33 ans cette année-ci, donc c'est totalement normal à peu près pour moi d'être en phase d'accumulation. OK? Pour quelqu'un qui a 45 ans, le dividende, le rendement est important pour lui en date d'aujourd'hui, donc il aimerait avoir une entreprise qui pourrait lui donner une certaine rente. Donc voilà, ça dépend de tout un chacun. OK? Actuellement, on reverse à peu près un dividende ici qui est croissant depuis plusieurs années. Donc, vous savez le faire. Allez à peu près le voir où est-ce que vous allez trouver cette information-là. Donc, le dividende ici, il est assez safe. Et ça sera la fin de cette vidéo-ci. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a découvert que TXN était une belle entreprise, d'accord? Elle s'apprête à souffrir dans les mois à venir, d'accord, notamment avec tout le secteur d'activité. Je vous invite à aller voir la vidéo concernant les semi-conducteurs qu'on a fait tantôt ici, ok? Et voilà, en date d'aujourd'hui, le prix actuel est juste correct et on pourrait demander une décote supplémentaire, ok? Je pense même que dépendamment par rapport aux performances futures, les entreprises comme Nvidia, AMD, d'accord, et je pense également à une entreprise comme TSM, Taiwan Semiconductor, on l'a étudié ici. N'oubliez pas, c'est une entreprise que je ne suis pas revenu depuis sur cette vidéo-là, mais c'est une entreprise qui existe déjà ici. J'aimais déjà l'entreprise au prix, à ce prix-là, il y a 7 mois, donc notamment très corrélé avec la Chine, etc. Mais également, allez-y voir ici, les derniers rapports financiers sont sortis, je les ai feuilletés rapidement, l'histoire de faire ma note ici. Donc ici, l'entreprise va investir massivement aux États-Unis, donc elle a également obtenu une dérogation pour pouvoir continuer à vendre certaines puces électroniques à la Chine, donc au moins pendant un an. Donc voilà, au moins pendant un an, elle peut avoir un certain niveau de revenus, donc elle continue à investir massivement, même si elle va réduire ses investissements-là par rapport à la période actuelle. Donc quand TSM réduit ses investissements, ça veut dire que ça commence à devenir un tout petit peu chaud, ok? Parce qu'elle fabrique les puces pour les autres. Donc si elle ralentit ses investissements, ça veut dire que les clients finaux ralentissent également les commandes. Donc faites attention également ici. Donc on a une belle entreprise ici au niveau de Texas Instruments, mais on demande un meilleur prix que ça. Donc, moi, ici, mon prix sera aux alentours des 100 € l'action. Au prix actuel, le prix n'est pas mauvais, mais ce n'est pas extraordinaire non plus. OK? Donc, je vous laisse là et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire si le son est assez correct. OK? Merci.